Écoutez. La pluie bat sur les pavés luisants de Londres. Et dans le brouillard, une vérité oubliée s'apprête à refaire surface. Les lampadaires vacillent, les ombres se croisent, et l'air chargé de mystère semble retenir son souffle. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » Dites-le-moi en commentaire. Alors ouvrez grand vos sens, car derrière chaque silence, chaque battement de l'horloge, une énigme se dessine, prête à troubler votre nuit. Ce matin-là, Londres paraissait se dissoudre tout entière dans la pluie. Les pavés luisants de Baker Street reflétaient la lumière blafarde d'un ciel sans éclat, et les fiacres passaient en silence, noyés dans un brouillard humide qui collait aux vitres. J'étais assis près de la fenêtre, une tasse de thé refroidie entre les mains, et je contemplais cette ville dont les humeurs atmosphériques semblaient parfois annoncer des événements à venir. Dans cette grisaille, il y avait quelque chose de plus qu'un simple caprice du climat. Une lourdeur, une oppression diffuse, presque comme si l'air même chuchotait un avertissement. Je ne pus m'empêcher de songer à ces journées où les affaires les plus singulières s'étaient présentées à nous. Car souvent, le mystère s'était invité dans notre vie à la faveur d'un temps incertain, d'un ciel bas, d'un Londres engourdi sous les gouttes. Je sentais confusément que ce jour n'échapperait pas à cette règle tacite. Holmes, quant à lui, restait invisible derrière le rideau de fumée que dégageait sa pipe. De temps à autre, je percevais son profil à contre-jour, impassible et absorbé. Sa capacité à se plonger dans des abîmes de réflexion silencieuse me fascinait toujours. Tandis que la pluie martelait la vitre, je me laissais envahir par un mélange de mélancolie et de pressentiment. J'ignorais encore que, ce matin-là, une affaire nouvelle frapperait à notre porte, et qu'elle porterait en elle l'odeur du fleuve et du drame. Holmes était là, figé comme une statue dans son fauteuil. Visible sous ses paupières mi-closes, avait cette intensité qui lui était propre. Une attention absolue, pénétrante, presque inquiétante. La pluie battait la fenêtre, mais lui semblait écouter une autre musique, intérieure, que je ne pouvais entendre. Je pressentais que l'équilibre de cette matinée morne ne tarderait pas à être rompu. Soudain, un coup sec retentit contre la porte d'entrée, résonnant comme un glas dans le silence épais de notre salon. Je sursautai, ma tasse en main, tandis que Holmes, loin de manifester une surprise, releva brusquement la tête avec une vivacité prédatrice. Ses yeux brillèrent d'un éclat neuf, et je crus percevoir sur son visage cette expression que je connaissais trop bien, celle d'un homme qui flaire l'aventure. Les coups se répétèrent, plus pressants, comme si la main qui frappait cherchait à conjurer une urgence ou une peur insurmontable. Mrs. Hodgson, affairée dans le couloir, hésita un instant avant d'aller ouvrir. Holmes s'était déjà redressé dans son fauteuil, attentif à chaque vibration. Quant à moi, un frisson parcourut mon dos, certain qu'une histoire étrange venait de franchir le seuil de Baker Street. La porte s'ouvrit sur un homme trempé jusqu'aux os, dont le visage blême trahissait une fatigue extrême. Ses vêtements, lourds de pluie, collaient à son corps et répandaient sur notre tapis des gouttelettes sombres. Il tenait son chapeau à deux mains, comme un naufragé s'accrochant à sa dernière bouée. D'un geste discret, Holmes l'invita à s'approcher du feu. Mais le visiteur semblait lutter contre une hésitation profonde. Son regard passait de Holmes à moi, comme s'il craignait de se confier, ou redoutait le poids des paroles qui allaient franchir ses lèvres. Je remarquai la pâleur de ses traits, accentuée par la lumière tremblotante des flammes. Ses doigts tremblaient malgré la chaleur qui émanait du foyer. L'homme paraissait plus en détresse morale que physique. Holmes, qui ne manquait jamais une nuance, ne tarda pas à le fixer avec cette intensité tranquille qui force les confidences. « Vous venez à nous chargé d'un poids qui… » Le pauvre homme s'assit au bord du fauteuil que Holmes lui avait désigné, sans oser s'y enfoncer. Ses yeux, fuyants, se posaient partout sauf sur nous, comme si les murs de Baker Street l'épiaient. Ses mains tremblaient si fort qu'il dut les serrer entre elles pour les maîtriser. Je crus un instant qu'il allait s'évanouir, mais une volonté têtue le maintenait. Il n'était pas seulement bouleversé par le froid et la pluie. Il portait en lui la marque d'un fardeau invisible. Je vis ce regard que je connaissais trop bien, celui de l'homme qui a vu quelque chose qu'il ne parvient ni à oublier, ni à comprendre. Holmes l'observait en silence,
le laissant se débattre avec ses émotions, certain que l'angoisse finit toujours par trouver un exutoire. Bientôt, son souffle court et ses lèvres entr'ouvertes me firent comprendre qu'il allait parler. Je sentis que son récit allait projeter sur nous une ombre plus sombre que la pluie qui battait la fenêtre. Enfin, dans une voix basse, brisée par l'urgence, le visiteur nous confia l'objet de son trouble. Ces mots jaillirent d'abord confus, mais peu à peu se firent plus clairs. Au petit matin, alors qu'il longeait la rive de la Tamise, il avait découvert le corps d'un homme, étendu, inerte, à demi englouti par les flots. Il décrivit la silhouette sombre, ballottée par l'eau, et la stupeur glacée qui l'avait saisi. Il insista sur la brume lourde qui enveloppait la Seine, comme si le fleuve lui-même avait voulu cacher le secret de cette noyade. Mais ce qui le hantait davantage, dit-il, c'était l'impression persistante que la mort n'avait rien d'un accident. Je vis Holmes se redresser, le regard fixe, ses doigts cessant de jouer avec le bras de son fauteuil. Sa concentration, déjà vive, se fit tranchante. Quant à moi, je sentis un frisson courir le long de mon échine. Car si la Tamise avait rendu un noyé, il était évident que ce fleuve charriant tant de secrets ne livrait pas un simple cadavre, mais un mystère. L'homme demeura assis au bord du fauteuil, droit, l'autre a cédé. Pour ma part, je fus pris de compassion, car je devinais que ce visiteur portait en lui quelque chose de plus lourd qu'un simple récit de circonstances. Et je pressentais que, lorsqu'il ouvrirait enfin la bouche, il ferait entrer avec ces mots le brouillard de la Tamise dans notre salon. Un silence pesant s'installa, que seul troubla le crépitement discret du feu. L'avocat avala sa salive, leva les yeux un instant vers Holmes, puis les baissa aussitôt, comme effrayé par l'intensité qu'il y lut. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Holmes demeura immobile, mais je perçus dans l'inclinaison de sa tête l'encouragement tacite qu'il donnait à son interlocuteur. Enfin, d'une voix éteinte, l'homme parvint à articuler quelques mots. Il raconta qu'une promenade matinale, entreprise sans autre dessein que de chasser ses pensées, l'avait conduit au bord de la Tamise. Là, au milieu de la brume qui enveloppait les berges comme un voile de deuil, il s'était trouvé face à une scène qu'il n'oublierait jamais. Il s'interrompit, ses yeux fixés sur le tapis, comme si la simple évocation lui serrait la gorge. Puis, rassemblant son courage, il déclara qu'il s'était trouvé mêlé bien malgré lui à une découverte funeste. La Tamise, dit-il, avait rejeté un corps. Son regard cette fois se planta dans le mien comme pour chercher la confirmation que je comprenais la gravité de ses paroles. L'avocat, reprenant haleine, se lança alors dans un récit plus précis. À travers ces mots, je vis se dessiner la silhouette tragique qu'il avait découverte. Sur la berge noyée de brouillard, à l'heure où les premiers passants se font rares, il avait aperçu une forme sombre, ballottée par le courant. Ce n'était pas la vision fugitive d'un objet flottant, mais bien un corps d'homme, inerte, dont le visage se dérobait à demi sous l'eau grise. Il décrivit le contraste saisissant entre le fleuve, indifférent et majestueux, et cette figure humaine rejetée sur ses rives. Il parla de la sensation glacée qui l'avait envahi lorsqu'il s'était approché. « Jamais, déclara-t-il, je n'ai ressenti pareille impression d'irréalité. J'avais l'impression que Londres tout entière s'était effacée, et qu'il ne restait plus que moi, le fleuve et ce malheureux noyé. » Ses mains tremblaient encore à l'évocation de ce souvenir. Pour ma part, j'en éprouvais un frisson rétrospectif, comme si, à travers son récit, le brouillard de la Tamise s'était insinué jusqu'au cœur même de notre salon. Et déjà, je vis dans les yeux de Holmes cette lueur qui précédait toujours ses plus subtiles déductions. À mesure que l'avocat poursuivait son récit, certains détails précis se glissèrent dans ses paroles, et je vis immédiatement Holmes relever la tête, comme frappé d'un signal invisible. L'homme parlait d'un manteau sombre, tiré de l'eau avec le corps, et dont l'étoffe semblait presque intacte, sans trace d'humidité profonde ni de boue. Cela me parut étrange, mais je ne fis pas tout de suite le lien. Holmes, en revanche, fronça légèrement les sourcils, signe chez lui d'une déduction en marche. Puis l'avocat mentionna un objet trouvé sur le défunt, une montre Gousset. Elle s'était arrêtée sur une heure précise, comme si la mort elle-même avait marqué son sceau sur l'aiguille figée. Le détail, évoqué presque en passant,
sembla frapper Holmes plus encore que la découverte du cadavre. Il me jeta un rapide regard, que je connus trop bien. Celui qui dit « Vous notez, Watson, n'est-ce pas ?» Je pris conscience que ce récit, d'abord confus et empreint de frayeur, contenait déjà une logique que mon ami discernait. Tandis que l'avocat s'essuyait le front avec son mouchoir détrempé, je sentis que l'affaire, loin d'être simple, allait s'avérer bien plus complexe qu'une noyade accidentelle. Et je compris que dans l'esprit de Holmes, l'engrenage de la vérité commençait déjà à tourner. Holmes, jusque-là silencieux, l'interrompit avec cette douceur ferme qui lui appartenait. « Permettez-moi, monsieur, de préciser un point, » dit-il en se penchant légèrement. Il rappela à l'avocat les circonstances exactes, le lieu tremblante sur ses genoux. Je le vis hésiter, comme un homme pris dans un dilemme moral. Holmes lui posa une question simple, presque anodine. Qui était cet homme? Mais au lieu de répondre, notre visiteur se mura dans un silence tendu. Il toussa, chercha ses mots, puis s'arrêta net. Ses yeux baissés fixaient le tapis avec obstination, comme s'il craignait que son aveu fasse s'effondrer un édifice fragile. Je compris alors que son trouble n'était pas seulement dû à l'horreur de la découverte, mais à la connaissance intime du défunt. Holmes n'insista pas. Il savait, mieux que quiconque, que le silence est parfois une confession plus lourde que les mots. Moi-même, je sentis le poids de ce non-dit emplir la pièce. Il y avait dans ce refus un secret, peut-être une honte, que nous devions percer. Après quelques instants qui me parurent interminables, l'avocat leva enfin la tête. Sa voix, basse et presque brisée, prononça un nom, celui d'un notable de sa ville, connu pour son influence et ses affaires respectables. Je sursautai, car ce patronyme m'était parvenu à travers les journaux, toujours accompagné d'éloges et de respect. La révélation jeta dans la pièce une gravité nouvelle. Un simple noyé anonyme devenait soudain une figure dont la disparition bouleverserait bien des existences. L'avocat ajouta, la gorge serrée, que cet homme avait des ennemis silencieux, des affaires obscures, et que sa mort déclencherait sans doute un scandale retentissant. Holmes resta impassible, mais je remarquai qu'il se redressa légèrement, comme un joueur d'échecs qui voit une pièce essentielle tomber sur l'échiquier. Moi, je sentis le vertige de l'ampleur que prenait cette affaire. Ce n'était plus seulement un mystère, c'était un drame où se mêlaient réputation, argent et pouvoir. Dès lors, Holmes ne quitta plus son carnet, dans lequel il traçait des notes rapides de sa fine écriture. Ses yeux brillaient de cette étincelle que j'avais vue naître dans les affaires les plus extraordinaires. Il posait, quant à moi, je sentis un frisson parcourir mon dos. Car si Holmes se montrait à ce point attentif, c'est que nous étions au seuil d'une affaire digne de son génie. Je compris que le mystère du noyé n'était qu'une façade, et que bientôt, derrière cette façade, apparaîtrait une machination plus sombre. Et déjà je redoutais de découvrir jusqu'où cette vérité nous mènerait. Lorsque l'avocat eut quitté notre logis, laissant derrière lui l'empreinte d'un homme écrasé par le secret, je me tournai vers Holmes. Il n'avait pas prononcé une parole pendant toute la durée du récit, mais son visage exprimait à présent une intensité singulière. Ses yeux sombres, d'abord fixés sur la porte close, se mirent à briller d'un éclat que je connaissais trop bien. C'était la lumière froide et méthodique de la déduction en marche. Il croisa mes regards, et je crus y lire la satisfaction de celui qui a trouvé dans la confusion des faits la promesse d'une vérité cachée. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la coudoir de son fauteuil, signe évident d'une pensée en pleine effervescence. Je sus alors que, dans son esprit, l'affaire venait de quitter le domaine du hasard pour entrer dans celui, plus fertile, du calcul rationnel. Holmes se leva lentement, fit quelques pas dans le salon, puis s'arrêta devant la cheminée où les braises rougeoyaient encore. « Watson, dit-il, vous avez entendu comme moi ce récit. La plupart des hommes n'y verraient qu'une malheureuse noyade. Mais certaines phrases, certains détails, ne sonnent pas justes. » Il rappela que le manteau du défunt était demeuré presque intact, ce qui ne s'accordait guère avec un long séjour dans les eaux troubles de la Tamise. Il souligna aussi la montre arrêtée, trop précise pour être un simple hasard. « La police, ajouta-t-il,
néglige toujours ce qui n'entre pas dans son cadre de pensée. Or, ce sont précisément ces aspérités qui révèlent la trame d'un crime. Je l'écoutais avec cette admiration mêlée de perplexité que je ressentais toujours devant la clarté de son esprit. Ces mots, énoncés avec calme, me firent mesurer l'émerveillement. Mon ami avait cette faculté unique de transformer un récit confus en une équation claire. Et tandis que je méditais sur sa suggestion, je compris que nous n'étions plus en présence d'une simple fatalité, mais du masque soigneusement tissé d'un meurtre. Holmes s'arrêta brusquement et se tourna vers moi. « Watson, souvenez-vous, la montre du défunt s'est arrêtée sur une heure précise. Or, cette heure est antérieure de plusieurs heures au moment où l'avocat affirme avoir trouvé le corps. Cela ne vous semble-t-il pas étrange ?» Je dus admettre que l'observation était frappante. Il poursuivit. « Si l'homme s'était noyé naturellement, la montre aurait continué de fonctionner jusqu'à être arrêtée par l'eau. Or, elle s'est figée bien avant. Cela signifie que la mort eut lieu ailleurs, et plus tôt. » Ces paroles résonnèrent en moi comme une vérité irréfutable, et je sentis déjà l'ombre du crime s'épaissir. Nous reprîmes place près de la cheminée, et je tentai de confronter son raisonnement avec mes modestes connaissances médicales. « Mais Holmes, objectai-je, la rigidité cadavérique, l'état du corps, tout cela pourrait aussi expliquer la confusion des heures. » Il sourit doucement. « Vous raisonnez en médecin, mon cher ami, mais moi je raisonne en observateur des hommes et des choses. La médecine explique les effets. Moi, je cherche les causes. » Cette remarque, dite sans arrogance, m'impressionna. Je compris qu'il n'était pas seulement question de science, mais de logique appliquée avec une rigueur implacable. Notre conversation s'étira ainsi, oscillant entre mes doutes prudents et ses certitudes croissantes. Plus je parlais, plus je sentais que ses conclusions s'imposaient. Lorsque le silence retomba enfin, il n'était plus celui d'une simple soirée d'hiver. C'était l'attente d'une action prochaine, lourde d'impatience et de mystère. Holmes se leva brusquement, comme mu par une résolution ferme. « Watson, il ne sert à rien de discuter davantage dans l'abstrait. Les faits sont sur les rives de la Tamise, et c'est là que nous devons aller. » Sa voix vibrait. Je hochai la tête, conscient que l'aventure commençait réellement à cet instant. Il enfila son manteau, saisit sa canne, et d'un regard m'invita à faire de même. J'eus la certitude que la nuit qui s'annonçait nous conduirait au cœur d'une énigme plus sombre que toutes celles que nous avions affrontées récemment. Peu après, nous descendîmes les marches de Baker Street et gagnâmes un fiacre qui nous attendait. La pluie avait cessé, mais le brouillard montait épais, étouffant les bruits de la ville. Je regardais Holmes assis en face de moi, son visage fermé, ses yeux étincelants dans l'ombre, me rappelaient le masque d'un général en route vers la bataille. Quant à moi, je sentais battre mon cœur plus fort que de coutume. Je savais que chaque enquête portait son lot d'incertitudes, mais cette fois, l'atmosphère pesait d'une gravité particulière. Londres, tapie sous sa brume, semblait retenir son souffle. Et je compris, en observant Holmes, que nous roulions déjà vers la vérité, mais aussi vers le danger. Lorsque notre fiacre s'arrêta enfin près des berges de la Tamise, je fus aussitôt saisi par l'atmosphère étrange qui régnait en ce lieu. La brume, lourde et opaque, s'étendait sur le fleuve comme un voile funéraire, réduisant le monde à quelques mètres de visibilité. L'air humide, chargé d'odeurs de vase et de bois mouillé, semblait encore imprégné de la présence du corps que l'on avait retiré le matin même. Je distinguais à peine la silhouette massive des entrepôts qui bordaient la rive, fantômes obscurs qui se perdaient dans le brouillard. Le clapotis régulier de l'eau contre les pilotis ajoutait une note lugubre, comme une respiration lente et accablante. Chaque pas que nous faisions sur le sol détrempé résonnait d'un bruit sourd, absorbé aussitôt par cette atmosphère étouffante. Je ne pus m'empêcher de frissonner. Tout ici portait encore la trace du drame. L'empreinte invisible de la mort flottait au-dessus du fleuve. Holmes, lui, paraissait revigoré par ce décor funeste. Ses yeux brillaient d'une acuité singulière, comme s'il qu'un homme ivre avait trouvé la mort dans le fleuve. Leur passivité contrastait violemment avec la tension contenue qui animait Holmes. Il les salua d'un bref signe de tête, sans chercher à corriger leur nonchalance. Je savais qu'il préférait les laisser dans leur ignorance. Cela lui permettait de travailler librement,
sans être dérangé par des observations maladroites. Je compris que pour Holmes, le véritable langage de cette affaire n'était pas dans les paroles des hommes, mais dans les indices muets que la scène recelait encore. Holmes se mit aussitôt à examiner le sol détrempé, avec cette minutie patiente qui faisait de lui un observateur hors pair. Tandis que les policiers, blasés, s'écartaient pour le laisser faire, il se pencha à plusieurs reprises, effleurant la boue de ses doigts gantés, puis relevant la tête comme pour fixer dans son esprit chaque détail aperçu. Je suivais ses mouvements, mais je n'y voyais qu'un désordre confus, des empreintes brouillées, des flaques d'eau, des traînées informes. Pourtant, à mesure qu'il progressait, je devinais que ses yeux distinguaient une logique secrète, invisible aux miens. Soudain, il s'arrêta net. Ses traits, d'ordinaire impassibles, s'animèrent d'un éclat vif. Je le vis s'accroupir et examiner un point précis du sol, puis se relever brusquement, comme s'il venait de déchiffrer un mot écrit à l'encre invisible. Son silence, chargé de tension, parlait plus que n'importe quelle déclaration. Je compris alors que quelque chose, ici même, contredisait déjà l'hypothèse de l'accident. Et je sentis qu'avant longtemps, Holmes allait nous révéler une anomalie qui ferait chanceler les certitudes des policiers. Holmes fit signe pour que je m'approche, et il me montra du doigt une trace à demi effacée dans la boue. Je dus plisser les yeux pour en discerner les contours. C'était bien une empreinte de chaussure, mais d'une forme singulière. Le talon étroit et la semelle fine contrastaient avec la lourdeur des bottes que portait le défunt, telle que décrite par l'avocat. « Voyez-vous, Watson, » dit Holmes d'une voix contenue, « ce pas n'appartient pas à la victime. Il est plus récent. » Je fus frappé par le calme de Holmes, comme s'il avait prévu cette découverte. Il se redressa et d'un geste, rangea mentalement ce détail dans l'architecture de ses déductions. Moi, je demeurais pétrifié devant cette preuve silencieuse qu'un autre acteur, inconnu et dangereux, venait d'entrer en scène. Et je pressentis que ce n'était qu'un premier fil d'une toile bien plus vaste. Holmes demanda qu'on lui montre les effets retirés du défunt, et un policier indifférent lui désigna un manteau sombre étendu sur une planche. Il se pencha aussitôt, ses doigts effleurant le tissu avec une délicatesse presque scientifique. Je le vis froncer les sourcils et tirer du revers une infime peluche, d'une couleur claire qui ne correspondait en rien à l'étoffe grossière du manteau. Il en retira bientôt une seconde, qu'il examina brièvement avant de les glisser dans une petite enveloppe qu'il porta à l'intérieur de sa poche. Rien dans son attitude ne trahissait l'importance de cette trouvaille, mais je connaissais assez mon ami pour deviner qu'il venait de saisir un indice capital. Le contraste entre ses fibres et le vêtement du noyé révélait déjà pour lui une contradiction irréductible. Je songeais que ces fils muets, à peine visibles à l'œil nu, pouvaient receler le secret d'un meurtre, et je me demandais avec un certain malaise quelle main étrangère avait bien pu laisser cette trace discrète sur le manteau d'un mort. Après avoir rangé son précieux butin, Holmes se tourna vers un autre objet qu'on avait récupéré, une montre gousset ternie par l'humidité. Il l'ouvrit d'un geste précis et observa les aiguilles figées. « Intéressant, très intéressant », murmura-t-il. Je me penchai pour regarder et constatai que l'instrument s'était arrêté à une heure bien antérieure au moment de la découverte. Holmes referma le boîtier et me lança un regard pénétrant. « Voilà, Watson, un témoin plus sincère que les hommes. Les mécanismes n'inventent pas. Ils s'arrêtent quand on les contraint ou quand la mort les surprend. Mais voyez, l'eau n'aurait pas suffi à bloquer ainsi ce ressort. Je compris aussitôt que Fardeau de Londres s'était fait complice d'un nouveau drame. » Holmes me rejoignit silencieusement. Je perçus, dans la fixité de son regard tourné vers les flots, qu'il entendait déjà ce que moi je ne percevais que comme un murmure indistinct. Il avait cette faculté prodigieuse de lire le langage des lieux, comme si chaque pierre, chaque éclaboussure, devenait pour lui une phrase intelligible. « Watson, dit-il enfin, le fleuve ne ment pas, mais il cache. Il ne rend jamais ses secrets sans résistance. » Sa voix basse se confondait presque avec le clapotis des vagues. Je compris que, dans son esprit, les contours du crime s'esquissaient déjà. Holmes se redressa, les mains derrière le dos, et contempla encore une fois la rive où le cadavre avait été retrouvé. Puis, d'une voix calme mais ferme, il déclara : « Cet homme n'est pas mort ici.
On a transporté son corps jusqu'à la Tamise pour déguiser sa fin. Ce fleuve n'est qu'un théâtre monté pour abuser la police et l'opinion. Je frissonnais en entendant cette sentence, énoncée comme une évidence. Pour Holmes, l'affaire ne faisait que commencer, et déjà la certitude du crime s'imposait à lui. Je compris que nous étions entrés dans une énigme dont les ramifications dépasseraient de loin ce que nous avions d'abord imaginé. Et, tandis que le brouillard s'épaississait, il me sembla que Londres tout entière se préparait à nous livrer ses ombres. Le fiacre nous emporta hors de Londres et s'enfonça bientôt dans une campagne détrempée. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité, et les champs, noyés sous un voile gris, s'étendaient sans fin. Les haies dégarnies semblaient dessiner des silhouettes fantomatiques, et les arbres, dépouillés de leurs feuilles, levaient vers le ciel des branches décharnées comme des bras suppliants. Je regardais Holmes qui, bien qu'enfoncé dans son siège, paraissait parfaitement éveillé. Ses yeux observaient chaque détour du chemin avec cette attention silencieuse qui lui était propre. Je compris qu'il enregistrait dans sa mémoire la topographie des lieux. Pour ma part, je sentais peser sur moi une atmosphère de gravité qui s'accordait avec le but de notre voyage. Nous allions pénétrer dans l'intimité d'une famille frappée par la mort, et je pressentais que le deuil apparent dissimulerait des tensions plus sombres. Cette route boueuse et mélancolique me parut le prélude d'une confrontation lourde de révélations. Au détour d'un chemin bordé de peupliers, le manoir se dessina brusquement, dressant sa masse sombre contre le ciel plombé. La maison avait quelque chose de grandiose et de sinistre tout à la fois. Ses hautes cheminées crachaient une fumée paresseuse, et ses murs, noircis par l'humidité, semblaient porter les cicatrices d'un passé lourd. Les vitres ternies renvoyaient à peine la lueur du jour, et des volets disjoints battaient faiblement sous la brise. Une aile entière paraissait abandonnée, les fenêtres brisées laissant deviner des pièces plongées dans l'ombre. La demeure, malgré sa taille imposante, donnait l'impression d'un organisme malade, rongé de l'intérieur. Holmes, en la contemplant, esquissa un mince sourire que je ne pus interpréter. Pour lui, chaque pierre, chaque fissure parlait autant que les mots des hommes. Je ressentis une appréhension diffuse. Cette maison ne respirait ni la paix ni la dignité du deuil, mais plutôt le secret et la discorde. Je compris qu'elle serait bien plus qu'un décor. Elle deviendrait un personnage central de l'énigme. À peine le fiacre eut-il franchi l'allée boueuse que la porte s'ouvrit, laissant paraître un homme au maintien raide. C'était le frère du défunt, grand, sec, vêtu avec correction, mais sans chaleur. Son regard, perçant et hautain, se posa sur nous comme s'il mesurait le droit que nous avions de troubler son domaine. Il nous salua d'un ton glacial, formel sans être courtois, puis nous invita à entrer avec une lenteur étudiée. À aucun moment il n'évoqua la douleur de la perte, au contraire, son visage fermé exprimait plus d'irritation que de tristesse. Holmes, imperturbable, s'inclina légèrement et franchit le seuil. Je suivis. Elle s'avança vers Holmes avec un mélange d'humilité et de solennité. Sa voix brisée s'éleva dans la pièce, évoquant le malheur qui venait de frapper sa maison. Pourtant, à mesure qu'elle parlait, ses larmes surgissaient à des moments étrangement opportuns, comme si elles venaient souligner ses paroles plutôt que les inspirer. Holmes l'écoutait avec cette attention impassible qui me fascinait toujours. Pas une émotion ne traversait ses traits, mais je savais qu'il notait déjà les contradictions entre ses gestes et ses mots. Moi, je ressentis une compassion sincère pour cette veuve apparemment éplorée, tout en percevant la suspicion froide qui grandissait dans l'esprit de mon ami. Je compris que ce salon n'était pas seulement le théâtre du deuil, mais déjà celui d'un mensonge. Tandis que nous échangions encore quelques paroles avec la veuve, mon regard fut attiré par une silhouette en retrait. Une servante, vêtue d'un tablier défraîchi, se tenait près de la porte, immobile, comme si elle cherchait à disparaître dans l'ombre. Son visage mince, à peine éclairé par la flamme des chandelles, portait l'empreinte d'une inquiétude mal contenue. Chaque fois que nos yeux croisaient les siens, elle détournait précipitamment le regard. Ses mains, nerveuses, tordaient sans cesse le tissu de son tablier, et sa posture, oscillant entre immobilité contrainte et agitation maladroite, révélait une tension difficile à dissimuler. Holmes, qui paraissait absorbé par la conversation,
l'observait en réalité avec une attention aiguë. Je le vis noter mentalement ce comportement, comme il aurait consigné un indice précieux. J'eus la conviction que, pour lui, ce silence pesant parlait plus fort que tous les discours. Et je compris que cette servante, modeste rouage de la maison, détenait peut-être une clé insoupçonnée de l'énigme. En parcourant la demeure, Holmes s'attarda sur chaque détail avec une patience qui me laissait toujours songeur. Les murs, marqués de fissures anciennes, semblaient exhaler un soupir muet. Les tapisseries fanées, autrefois richement colorées, pendaient tristement, tachées. Je demeurais frappé par cette remarque, car je n'avais rien perçu d'anormal. Mais pour Holmes, tout parlait. Les lieux étaient des témoins muets, prompts à révéler ce que les lèvres humaines s'efforçaient de taire. J'en vins à me demander si ce n'était pas la maison elle-même qui allait nous révéler la vérité. De retour dans le salon, nous surprîmes un échange entre la veuve et le frère du défunt. Leur voix restait contenue, mais les mots, lourds de sous-entendus, laissaient deviner un conflit ancien. La veuve accusait à demi-mot son beau-frère de dureté, tandis que celui-ci lui reprochait un comportement inconsidéré. Aucun des deux ne parlait ouvertement, mais chaque phrase semblait trempée dans une amertume soigneusement voilée. Holmes, silencieux, observait le jeu subtil de leurs regards. L'un fuyant, l'autre dominateur. Quant à moi, je fus saisi par l'évidence que le deuil n'avait pas effacé les rancunes, bien au contraire. La mort du maître de maison paraissait n'être qu'un catalyseur de haines anciennes. Au même instant, je remarquai que la servante avait quitté la pièce sans bruit. Sa disparition, si discrète qu'elle aurait pu passer inaperçue, éveilla en moi un pressentiment confus. Elle allait sans doute rejoindre un lieu ou une personne qu'elle craignait que nous découvrions. Lorsque nous prîmes congé de la famille, la nuit tombait sur la campagne et le manoir s'enfonçait dans une obscurité qui le rendait plus sinistre encore. En regagnant notre fiacre, je cherchai à interroger Holmes sur ses impressions, mais il garda un moment le silence, fixant les fenêtres noires derrière nous. Enfin, il se tourna vers moi. « Watson, il est une contradiction décisive dans ce que nous avons entendu ce soir. La veuve prétend que son époux n'avait pas quitté la maison avant la veille. Or, certains indices dans cette demeure prouvent le contraire. » Il se tut, laissant ses mots résonner dans l'air humide. Je sentis le poids de cette révélation. Pour Holmes, une certitude suffisait à transformer l'ombre du soupçon en lumière de vérité. Je compris alors que nous venions de franchir un registre des chiffres irréfutables. À chaque réponse, il formulait une question nouvelle, toujours précise, qui obligeait ses interlocuteurs à s'enferrer davantage. Quant à la servante, interrogée timidement, elle balbutia quelques mots contradictoires, prétendant tantôt avoir vu son maître descendre l'escalier après le dîner, tantôt ne pas l'avoir aperçu de la journée. Je perçus son trouble, et la rougeur qui monta à ses joues ne fit qu'ajouter à mes soupçons. Holmes, silencieux, se contentait de recueillir cette cacophonie de versions. Pour moi, elle ressemblait à une toile enchevêtrée où chacun tirait un fil différent. Mais pour lui, c'était déjà une partition dont il déchiffrait les notes fausses. Au détour de l'entretien, le frère du défunt, que son agacement rendait de moins en moins prudent, laissa échapper une remarque lourde de sens. « Tout cela est d'autant plus pénible, dit-il, que la question de la succession sera désormais au centre de toutes les préoccupations. » Holmes releva à peine la tête, mais je vis son crayon glisser sur le carnet qu'il tenait dans sa main. Je connaissais ce geste. Il venait de saisir un élément capital. L'allusion à l'héritage, évoquée dans un moment de tension, ne pouvait être innocente. Elle révélait que d'importants biens, peut-être contestés, étaient en jeu. Le ton du frère, mêlé de rancune et de convoitise, me glaça. Il ne parlait pas comme un homme en deuil, mais comme un prétendant déjà impatient de régler les comptes de la maison. Je surpris même dans son regard une lueur de triomphe mal contenue, comme si la mort de son parent avait précipité l'accomplissement d'un vieux désir. Holmes, toujours imperturbable, ne fit aucun commentaire, mais je sus que, derrière ce masque froid, il venait d'ajouter une nouvelle pièce à l'édifice de sa réflexion. Lorsque vint le tour de la veuve, elle se montra plus émotive qu'à notre première rencontre. Ses mains tremblaient, et sa voix semblait sur le point de se briser. Dans un élan de fragilité calculée,
Elle laissa échapper quelques paroles ambiguës qui laissaient deviner l'existence d'une... Pourtant, à mesure qu'elle parlait, je perçus une étrange précision dans ses phrases. Ses larmes paraissaient surgir à des instants presque théâtraux, et ses confidences, loin d'éclairer la situation, détournaient l'attention vers des pistes secondaires. Holmes, attentif, la laissa s'exprimer sans l'interrompre, notant chaque mot avec la même froideur clinique. Je fus pris d'un doute. Cette femme cherchait-elle réellement du réconfort, ou tentait-elle d'orienter notre enquête vers une direction soigneusement choisie? Alors que nous quittions le salon, Holmes me fit signe de ralentir. Dans l'ombre du corridor, nous surprîmes la servante, qui s'était éclipsée peu après son interrogatoire maladroit. Elle parlait à voix basse avec un inconnu, dissimulé sous un manteau sombre, dont je ne pus distinguer que le profil anguleux. Le ton de la conversation, bien que furtif, trahissait une inquiétude palpable. La servante hochait la tête avec agitation, tandis que l'homme lui glissait à la hâte un petit objet que je n'eus pas le temps d'identifier. Lorsque nos pas résonnèrent sur le parquet, l'inconnu s'éclipsa par une porte latérale, et la servante, effarée, regagna précipitamment la cuisine. Je me tournai vers Holmes, qui avait suivi la scène avec l'œil d'un faucon. Il esquissa ce sourire discret que je connaissais bien, celui qui annonçait une certitude nouvelle. « Watson », murmura-t-il, « voilà qui confirme que cette jeune femme n'est pas seulement témoin, mais actrice. » Dans le bureau du défunt, Holmes entreprit de fouiller avec méthode les papiers laissés dans un tiroir fermé à clé que le frère avait omis de mentionner. Sous une pile de registres poussiéreux, il mit la main sur une série de lettres soigneusement pliées. L'écriture, fine et élégante, n'était pas celle de la veuve. Chaque feuillet commençait par des mots empreints d'une tendresse passionnée, trop intime pour être confondue avec une simple amitié. Je lus, non sans gêne, quelques passages où se mêlaient des promesses et des reproches voilés. L'auteur, une femme dont le nom restait caché derrière des initiales, considérable, avait été retiré quelques jours avant la mort. Mais ce qui surprit davantage fut le transfert discret d'un montant encore plus important vers un compte inconnu. Je ne pus m'empêcher d'exprimer ma perplexité. Quelle raison aurait-il eu de déplacer ainsi tant d'argent, Holmes? Mon ami haussa à peine les épaules. Les finances, Watson, sont souvent le miroir le plus sincère des passions humaines. Là où l'or circule en secret, les motifs se dissimulent rarement longtemps. Je contemplais les chiffres froidement tracés à l'encre. Ils semblaient plus accusateurs que n'importe quel témoignage. Pourtant, nous ignorions encore qui avait reçu cet argent et dans quel but. Était-ce un paiement pour acheter le silence, un règlement lié à la liaison découverte, ou bien une dette inavouée? Holmes garda le silence, mais je vis dans ses yeux que ce document constituait une pierre angulaire de son raisonnement. Je sentis que nous approchions du cœur de l'affaire, même si les ombres s'épaississaient. À mesure que l'enquête avançait, je me sentais de plus en plus prisonnier d'un labyrinthe de mensonges. Chacun des proches du défunt semblait porter une faute ou un secret. Le frère trop empressé à parler d'héritage, la veuve aux larmes calculées, la servante surprise en aparté, et maintenant cette correspondance clandestine et ces mouvements financiers obscurs. Tout cela dessinait une toile serrée où chaque fil pouvait mener à la vérité. Mais aucun ne paraissait encore assez solide pour désigner l'assassin. Je me surpris à soupçonner tour à tour chacun d'eux, avant de me heurter à une contradiction qui me forçait à douter. Holmes, lui, ne montrait aucun signe de confusion. Tandis que je me débattais avec mes incertitudes, il restait d'une sérénité déconcertante, comme un joueur d'échecs sûr de voir plus loin que son adversaire. Et je compris que, pour lui, le mensonge collectif formait déjà un langage clair. En regagnant notre chambre d'auberge, Holmes alluma sa pipe et demeura pensif un long moment. Enfin, il me confia d'une voix basse. « Watson, les contradictions de ces gens ne sont pas... » Je le regardai, partagé entre admiration et appréhension. Car si Holmes voyait la trame invisible, je pressentais que nous n'en avions pas encore mesuré tout le danger. De retour à Londres, il me sembla que l'enquête avait perdu de son urgence. Holmes, d'ordinaire si agité par la perspective d'un mystère, passait de longues heures assis dans son fauteuil, les yeux perdus dans la fumée de sa pipe. Je crus qu'il avait choisi de laisser reposer son esprit,
comme un joueur d'échecs qui s'accorde une pause avant le coup décisif. La routine de Baker Street reprit ses droits. Mrs. Hudson montait le thé à heure fixe, les journaux du matin s'empilaient sur la table, et je m'installais pour écrire quelques notes. Ce calme m'apporta un soulagement trompeur, car je n'imaginais pas encore qu'il n'était que le prélude à une absence plus lourde que toute inquiétude. Un matin, je descendis comme à l'accoutumée, espérant trouver Holmes déjà attablé, absorbé dans la lecture des nouvelles. À ma surprise, la chaise lui faisant face demeurait vide. Mrs. Hudson m'informa qu'il était parti très tôt, emportant seulement son manteau et sa canne. Elle ajouta qu'il n'avait laissé ni mot ni instruction. Cette absence me troubla à peine d'abord. Après tout, il lui arrivait de sortir avant l'aube pour suivre une piste. Mais l'absence de toute indication me laissa un sentiment d'inachevé, comme si un fil essentiel de notre complicité avait été rompu. Ce jour-là, la maison me parut soudainement trop vaste et trop silencieuse. Les heures s'étirèrent, puis les jours. Le fauteuil de Holmes demeurait inoccupé, sa pipe éteinte dans le cendrier, et les journaux s'empilaient sans être ouverts. Je compris bientôt que son absence n'avait rien de banal. Pas une lettre, pas un message glissé par un messager, pas même une rumeur dans les cercles qu'il fréquentait. Il avait disparu sans laisser la moindre trace. Je passai la première journée à chercher une explication raisonnable, la seconde à me battre contre une inquiétude croissante. Chaque coup frappé à la porte me faisait bondir, espérant voir entrer mon ami. Mais ce n'était jamais lui. Enchevêtrement de faits discordants, où son esprit clairvoyant aurait vu une trame, mais où je ne percevais qu'un brouillard. Je compris à quel point j'étais dépendant de lui, non seulement comme enquêteur, mais comme ami. L'absence de Holmes creusait en moi un vide que je n'osais avouer, une sorte de crainte viscérale qu'il ne reparut jamais. C'est en rangeant machinalement les papiers épars sur son bureau que je fis une découverte qui glaça mon sang. Sous un carnet couvert de notes serrées, je trouvai une feuille isolée. Quelques mots y étaient inscrits d'une écriture rapide. Rendez-vous au bord de l'eau, à la tombée du jour. Je restai longtemps figé devant ce message. La formule paraissait claire, mais elle n'était signée de personne, et aucune date n'y figurait. Était-ce une note laissée pour lui, ou un souvenir d'instruction qu'il s'était donné à lui-même? Cette simple ligne me donna l'impression de toucher à l'explication de son absence, tout en enfonçant davantage le mystère. Car si Holmes avait suivi cet appel anonyme, qui l'attendait dans l'ombre au bord de la Tamise? Et dans quel piège était-il tombé? La nuit venue, je restais seul dans le silence de Baker Street. Le fauteuil vide de Holmes paraissait m'observer, et je ressentis pour la première fois que mon rôle d'observateur fidèle s'effritait sans lui. Je n'étais plus que le témoin d'un gouffre béant, celui de l'incertitude. Je compris alors combien sa présence donnait sens à mes jours. Et dans ce vide, l'angoisse me murmurait qu'il affrontait seul un danger dont je ne connaissais ni la forme ni la portée. Les jours qui suivirent l'étrange disparition de Holmes furent parmi les plus longs de ma vie. Le 221B Baker Street, d'ordinaire animé par le bruissement de ses déductions et le cliquetis de ses instruments, résonnait désormais d'un silence pesant. Chaque meuble semblait rappeler son absence. Chaque journal posé sur la table marquait l'écoulement monotone d'un temps sans lui. Je tentais d'occuper mes pensées en relisant mes notes, mais ma plume refusait de trouver la moindre clarté dans ce labyrinthe d'indices. Je pris conscience que sans Holmes, je n'étais plus qu'un témoin impuissant, incapable d'avancer dans l'ombre de l'énigme. Ce vide, plus cruel encore que la peur, faisait de chaque instant une épreuve, et je redoutais que le silence de Baker Street ne soit le prélude d'un malheur irréversible. C'est au plus fort de cette angoisse qu'un coup sec résonna contre la porte d'entrée. J'ouvris et me trouvai face à un homme vêtu d'un manteau sombre, le chapeau enfoncé sur le front. Ses traits, à demi dissimulés par l'ombre, portaient une dureté inquiétante. Il me salua d'un ton bas, presque un murmure, et demanda aussitôt à me parler seul. Je fus saisi par la manière pressante dont il prononça mon nom, comme s'il connaissait déjà mon rôle auprès de Holmes. Son regard furtif se posait à gauche et à droite, trahissant une crainte d'être suivi. L'air de la rue, saturé d'humidité et de brouillard, amplifiait encore la tension de cette rencontre. Je sentis que l'instant était lourd de conséquences, et que cet inconnu, sorti des ténèbres londoniennes,
apportait avec lui un fragment essentiel du drame qui se déroulait. Sans plus de préambule, l'homme glissa la main dans son manteau et en sortit une enveloppe cachetée de cire rouge. Il me la tendit avec une brusquerie qui trahissait l'urgence, puis se pencha vers moi pour murmurer. « Lisez-la sans tarder. » Avant que je ne puisse l'interroger davantage, il recula, jeta un coup d'œil rapide autour de lui et s'éloigna d'un pas pressé. Quelques secondes plus tard, il avait disparu dans le brouillard, avalé par l'anonymat des ruelles. Je restai un moment immobile, l'enveloppe serrée entre mes doigts, partagée entre la curiosité et l'appréhension. Qui pouvait bien m'écrire de la sorte? Était-ce Holmes lui-même, ou bien l'un de ses ennemis, jouant d'une ruse pour m'attirer dans un piège? Cette lettre, scellée comme une promesse de vérité ou de malheur, me semblait contenir le poids d'un destin. Je rompis le sceau avec une main tremblante et dépliai le papier, me mettait en garde contre la témérité. Cette énigme, gravée en quelques phrases, me plaçait face à un dilemme. Obéir à l'appel et risquer de tomber dans une embuscade, ou rester en retrait et abandonner mon ami à son sort. La nuit suivante, incapable de trouver le repos, je parcourus les rues de Londres. Le brouillard montait de la rivière et s'étendait comme un linceul sur les pavés. Chaque réverbère diffusait une lumière blafarde, à peine suffisante pour percer l'ombre. Les bruits de pas résonnaient de façon sinistre, amplifiés par le silence environnant. Mon esprit était assiégé par des pensées contradictoires. Devais-je me fier à cette lettre ou y voir une ruse destinée à me séparer de Holmes? Le devoir, l'amitié, la peur se mêlaient en moi dans une lutte confuse. J'eus soudain le sentiment que la ville entière conspirait pour m'effrayer, que chaque ombre portait un danger, chaque murmure de vent un avertissement. Le poids de l'angoisse alourdissait chacun de mes pas. Je revis intérieurement le visage de mon ami, son calme inébranlable, et compris que je ne pouvais rester inactif. L'atmosphère de la nuit, oppressante et presque hostile, renforçait encore ma résolution. Il fallait percer le secret, quel qu'en fût le prix. Lorsque je regagnai Baker Street, l'aube blanchissait déjà le ciel. J'avais pris ma décision. Je suivrais cette piste incertaine, au risque même d'y trouver ma perte. Car l'idée d'un nouveau drame, plus terrible encore que le premier, m'obsédait. Je songeais que la mort qui avait frappé une première fois au bord de la Tamise pouvait frapper de nouveau, et que seul un pas résolu dans les ténèbres permettrait de prévenir la tragédie. Dans le silence du salon déserté, je rangeai la lettre mystérieuse dans ma poche et posai ma main sur la canne de Holmes, laissée là comme un signe muet. Je jurai intérieurement de ne pas laisser ce mystère engloutir mon ami sans résistance. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mystérieuse disparition de mon ami, et je m'étais accoutumé, non sans amertume, à l'idée qu'un péril le retenait loin de Baker Street. Mais au matin du 4e jour, la porte s'ouvrit brusquement, et Holmes entra, le regard vif et l'allure décidée, comme s'il n'avait jamais quitté notre logis. Son manteau portait la trace de longs déplacements, et son visage, marqué par la fatigue, brillait d'une étrange satisfaction intérieure. « Watson, dit-il d'un ton ferme, il est temps d'en finir. L'affaire est résolue, mais pour que la vérité soit acceptée, il faut qu'elle éclate devant tous. Préparez-vous, nous partons immédiatement pour la demeure familiale. » Je fus partagé entre le soulagement de le revoir et l'étonnement causé par cette annonce péremptoire. Pas un mot d'explication sur son absence, pas un détail sur les indices recueillis. Sa voix, impérieuse, m'interdisait toute question. Il me laissa seulement comprendre que l'heure de la confrontation approchait et que chaque seconde comptait. Je compris alors que les jours d'angoisse n'avaient été qu'un prélude. La scène finale se jouerait dans ce salon victorien où tant de passions s'étaient croisées. Lorsque nous pénétrâmes dans le vaste salon de la demeure, les volets à demi tirés laissaient filtrer une lumière grise qui accentuait la gravité de la réunion. Autour de la table, les membres de la famille et quelques domestiques se tenaient rassemblés. Chacun paraissait attendre une condamnation invisible. Le frère du défunt, raide comme un juge, fixait Holmes avec un mélange d'arrogance et d'inquiétude. La veuve, vêtue de noir, avait les mains crispées sur un mouchoir, ses yeux rougis fuyant ceux de l'assemblée. La servante, quant à elle, se tenait en retrait, l'air plus pâle qu'à l'ordinaire,
son regard fuyant les moindres gestes de notre détective. Je fus frappé par le silence qui régnait. Nul n'osait parler le premier, comme si chaque respiration risquait de trahir un secret. Holmes, debout près de la cheminée, dominait la scène de son quai. Chaque phrase semblait disposer les événements comme des pièces d'échiquier, révélant peu à peu une stratégie invisible. Ses yeux, brillants d'intelligence, passaient de visage en visage, scrutant les réactions. Certains pâlissaient, d'autres se raidissaient, mais nul ne pouvait détourner l'oreille de ce fil implacable. Je sentis que l'assemblée, jusque-là campée dans ses silences prudents, se voyait déjà prise au piège. Holmes n'énonçait pas seulement des faits, il démontait la trame patiemment tissée d'un mensonge, révélant à tous que l'accident n'était qu'une mise en scène grossière. Holmes sortit alors de sa poche la montre gousset du défunt, soigneusement enveloppée dans un mouchoir. « Voici, mesdames et messieurs, l'objet qui scelle déjà la fin de cette comédie. » Il expliqua que la montre s'était arrêtée à une heure précise, incompatible avec celle rapportée par les témoins. Si la mort était survenue au moment supposé, dit-il, ce mécanisme aurait continué de battre plus longtemps. Or, le ressort a été volontairement bloqué, ce qui prouve une main étrangère. À ces mots, un murmure parcourut la salle. La veuve porta une main tremblante à sa bouche, tandis que le frère fronçait les sourcils comme pour retenir une protestation. Quant à la servante, je la vis détourner le regard, ses doigts tordant nerveusement son tablier. Holmes poursuivit avec un calme glacial. « La montre ne ment pas. Elle nous dit que l'homme était déjà mort lorsque vous prétendiez le voir encore vivant. » Je fus saisi d'un frisson. L'innocente apparence d'un simple objet se transformait, sous l'œil de mon ami, en témoin irrécusable. Holmes reprit d'une voix plus ferme encore. Un autre indice, laissé dans la boue près du fleuve, nous mène plus loin. J'y ai relevé une empreinte qui ne correspond en rien aux chaussures du défunt. Il tira de sa poche un calque froissé, qu'il déplia lentement devant l'assemblée. Cette empreinte est plus large, plus profonde, et correspond à une semelle dont les clous suivent. Holmes conclut d'un ton tranchant. Le corps fut transporté et l'accident mis en scène. L'empreinte est la vôtre, monsieur. Niez si vous l'osez. Je crus entendre battre mon propre cœur, tant la tension était extrême. L'assemblée retenait son souffle. Le masque de l'aristocratique convenance venait de se fendre. Holmes se tourna alors vers la servante, dont le visage déjà livide prit une teinte plus pâle encore sous le feu de son regard. « Vous avez cru, dit-il avec douceur mais fermeté, que vos hésitations passeraient inaperçues. Pourtant, vos mains tachées de boue, vos pas furtifs et vos silences vous trahissent plus que vos paroles. » La pauvre femme balbutia quelques protestations, mais Holmes poursuivit sans lui laisser le temps de se reprendre. « Vous n'avez pas tué votre maître, mais vous avez prêté vos bras à transporter ce corps, sous la menace de celui qui dirigeait toute cette mise en scène. » Un murmure parcourut l'assistance, et je vis la servante se recroqueviller, comme si chaque mot lui pesait davantage. Ses yeux, fuyant jusque-là, s'emplirent de larmes, et ses doigts crispés sur son tablier semblaient implorer un pardon muet. « La peur, reprit Holmes, explique vos regards fuyants et vos maladresses. Mais c'est aussi cette peur qui a permis de comprendre, car seule une conscience troublée agite avec tant de gaucherie. » Elle laissa échapper un sanglot et se couvrit le visage. Tous comprirent alors que Holmes venait de révéler son rôle, non comme coupable principal, mais comme témoin forcé d'une machination funeste. Holmes, se redressant, orienta alors son attention vers le frère du défunt, dont le masque impassible commençait à se fissurer. « Parlons, maintenant, de l'héritage, » lança-t-il d'une voix tranchante. Il rappela que le défunt possédait d'importants biens, terres, obligations, et une part d'intérêt dans une compagnie maritime. « Tout cela, dit Holmes, devait légalement vous revenir, monsieur, si votre frère venait à disparaître. » « Mais il n'était pas disposé à vous, s'écria-t-il, la voix tremblante. Vous n'avez aucune preuve que je sois impliqué dans cette ignominie. » Holmes demeura impassible, le fixant avec une froideur qui contrastait avec l'emportement de son adversaire.
Vos propres mots suffisent, monsieur, répondit-il doucement. L'innocence indigne, certes, mais il ne s'échauffe pas jusqu'à perdre toute mesure. Je vis alors dans les yeux du frère une étincelle fugitive, non celle de l'innocence blessée, mais celle, sombre et résignée, de l'homme qui sait que le filet s'est refermé. Sa dénégation véhémente, loin de le disculper, venait d'achever de l'accuser. Holmes, reprenant le contrôle de l'assemblée, entreprit alors de reconstituer la scène du crime avec une clarté qui glaça l'air du salon. « Voici ce qui s'est réellement passé, » dit-il. Il expliqua que le défunt n'était pas tombé dans la Tamise. Il avait été attiré, la veille au soir, dans une aile isolée de la maison familiale, sous prétexte d'un entretien privé. Là, une altercation avait éclaté, au terme de laquelle il avait trouvé une mort brutale, sans doute frappé par derrière. Le corps avait été ensuite déplacé, de nuit, jusqu'au bord du fleuve. La servante, terrorisée, avait obéi aux ordres, portant une lanterne et aidant à dissimuler la dépouille. Les bottines du frère avaient laissé dans la boue l'empreinte irréfutable qui trahissait sa présence. Enfin, pour achever l'illusion d'un accident, la montre avait été bloquée, afin que l'heure paraisse correspondre au récit convenu. Chaque détail, chaque fibre recueillie, chaque regard fuyant, s'imbriquait désormais dans ce tableau implacable. Le crime, habilement préparé, se révélait dans toute sa froide simplicité. Lorsque Holmes eut terminé, un silence d'une densité presque matérielle envahit la pièce. Nul ne songeait à respirer, tant la vérité s'abattait sur chacun comme une chape de plomb. La veuve, blême, laissa tomber son mouchoir sur le tapis. La servante sanglotait à demi. Je compris alors que l'éclat de son génie ne résidait pas seulement dans la découverte des faits, mais dans cette manière de les déposer devant tous, tels des poids irrésistibles, que nul ne pouvait contester. Lorsque nous regagnâmes enfin Baker Street, la nuit était déjà avancée, et Londres s'enveloppait d'un voile humide et gris. Le fiacre nous déposa devant la porte familière du 221B, et je ressentis, en posant le pied sur le pavé, un soulagement presque douloureux, comme si l'air lourd du salon devait effacer le poids des heures passées. Mrs. Hudson, discrète et attentionnée, nous accueillit avec ce mélange de sollicitude et de retenue qu'elle savait si bien maintenir dans les moments graves. Elle n'osa poser aucune question, mais son regard inquiet suivit Holmes, dont l'allure demeurait impénétrable. Bientôt, nous retrouvâmes la chaleur du foyer. Holmes, sans un mot, alla reprendre sa place coutumière, s'installant dans le large fauteuil près de la cheminée. Son profil, éclairé par les lueurs tremblantes du feu, paraissait sculpté dans une immobilité presque austère. Pour ma part, je sentis une fatigue sourde m'envahir, celle que laisse après elle l'intensité d'une enquête où la mort a parlé de si près. Pourtant, au milieu de ce repos apparent, je percevais déjà que l'esprit de mon ami n'avait rien perdu de son acuité, et que son silence recelait encore plus de pensées que 1000 paroles. Holmes ne prononça pas un mot durant de longues minutes. Sa pipe, qu'il avait allumée d'un geste machinal, exhalait des volutes bleutées qui montaient lentement vers le plafond, formant des arabesques évanescentes. Il semblait absent, perdu dans ce monde intérieur où ses déductions s'ordonnaient avec la rigueur d'une mécanique invisible. J'étais assis en face de lui, partagé entre l'admiration et une certaine inquiétude. Je savais que ce mutisme n'était pas celui de l'épuisement, mais bien celui de la réflexion profonde. Chaque souffle de fumée paraissait ponctuer une pensée qu'il ne jugeait pas utile de partager. La pièce baignait où la peur. Ses traits, communs à tous les hommes, s'étaient cristallisés dans un drame funeste. Je songeais combien il est étrange que des passions si ordinaires deviennent parfois des armes plus redoutables que l'acier ou le poison. Un regard envieux, une rancune muette, une ambition dissimulée. Voilà les germes invisibles qui, nourris en secret, finissent par éclater en crimes irréparables. L'affaire de la Tamise, sous ses apparences mystérieuses, n'était au fond que le théâtre d'une tragédie intime. L'héritage convoité, la liaison cachée, la faiblesse exploitée, tout cela se confondait pour rappeler la fragilité de l'âme humaine lorsqu'elle cède à ses propres abîmes. Holmes,
avec sa logique glaciale, avait dissipé les brumes de l'illusion. Mais moi, témoin plus ému, je ne pouvais m'empêcher d'y voir une leçon plus large. Ce n'était pas seulement un crime qu'il avait mis en lumière, mais une vérité cruelle. L'homme est souvent son propre bourreau, aveuglé par les poisons intérieurs qui le rongent. Mes pensées se tournèrent alors vers le fleuve lui-même, cette Tamise que nous avions contemplée dans la brume, et dont le murmure continu semblait hanter encore mes oreilles. Elle avait servi de décor, mais aussi de complice silencieuse au drame. Je me surpris à la comparer à la vérité. Comme la rivière, celle-ci peut paraître engloutie, recouverte par les brumes épaisses du mensonge et de la dissimulation. Elle s'éloigne, se cache, semble se perdre dans les méandres tortueux où l'esprit humain préfère détourner les yeux. Mais, tôt ou tard, la vérité ressurgit, inévitable, comme un noyé que l'eau finit toujours par rejeter. Nulle force ne peut la retenir éternellement dans les profondeurs. Elle remonte, parfois lentement, parfois avec fracas, mais toujours avec une certitude implacable. Je compris alors pourquoi Holmes, malgré la noirceur des crimes qu'il affrontait, conservait cette confiance tranquille en ses méthodes. Car sa science de l'observation n'était qu'un moyen d'accélérer ce retour de la vérité, d'écarter les voiles qui l'étouffaient, comme on dégage le brouillard d'un matin d'hiver. Et moi, humble narrateur de ces événements, je sentais combien cette comparaison s'imprimait en moi. La Tamise n'était plus seulement un fleuve, mais l'image même du destin de toute vérité. Je songeais alors à la faiblesse des hommes, à cette fragilité qui les pousse à se trahir eux-mêmes pour quelque bien matériel ou pour une passion fugitive. Devant ces forces intérieures, que nous croyons dominer mais qui en réalité nous gouvernent, combien d'âmes ont sombré dans la faute. Holmes, dans son impassibilité presque inhumaine, apparaissait alors comme l'exact contraire. Il ne se laissait guider par aucune passion, seulement par l'amour de la vérité et le besoin d'harmonie. Là où les autres se perdaient dans l'ombre de leurs illusions, il avançait droit, dissipant les ténèbres d'un raisonnement clair. Mais cette clarté, songeais-je, était peut-être aussi une forme de solitude. Car comprendre le monde avec tant de précision, n'est-ce pas aussi se tenir à l'écart des faiblesses qui en font le tissu vivant? Holmes dissipait les brumes, mais restait seul au milieu des ruines morales qu'il mettait en lumière. Les flammes de l'âtre, peu à peu, s'étaient réduites à de simples braises, projetant dans la pièce des reflets d'intelligence de Holmes, mais aussi comme un rappel silencieux de la fragilité des passions humaines. Et je songeais, en fermant les yeux, que la Tamise, dans son cours éternel, continuerait à charrier ses mystères comme la vie charrie les nôtres. Parfois, lorsque le silence retombe après la tempête, il demeure une impression que tout n'a pas été dit. Une ombre subsiste, tapie dans les recoins de la mémoire, comme un parfum discret que ni le temps ni la raison ne parviennent à dissiper. Peut-être est-ce cela, la véritable énigme, ce qui persiste, bien au-delà des preuves et des aveux. Et vous, croyez-vous vraiment que toute la vérité a été révélée? Ou reste-t-il encore un secret enfoui, que ni Holmes ni moi n'avons pu percer? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a transporté, prenez un instant pour l'honorer. Laissez un like, partagez vos pensées, racontez-la autour de vous, et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères où chaque détail compte.